bonsoir à tous. À la une de ce journal, coup de tonnerre sous le ciel du Cameroun. Sissikou Ayouk Tabé et 9 co-accusés condamnés à vie, à la prison à vie, reconnus coupables de terrorisme. Ils écopent d'une amende record de 250 milliards de francs CFA. C'est une décision du tribunal militaire de Yaoundé après un feuilleton judiciaire inédit dans l'histoire de la crise anglophone. Vous suivrez dans ce journal les avocats de la défense qui déplorent et contestent la violation des droits de leurs clients et la société civile qui s'inquiète des implications politiques d'une telle décision de justice. C'est à suivre en ouverture de ce journal. En dehors des principales villes du Cameroun, le reste du pays est confronté à un enclavement criard. Illustration ce soir dans le département du Mbamekime, là où les routes sont impraticables. Malgré la colère des populations, rien n'a changé. Vous suivrez dans ce journal le parcours de combattants qu'ont effectué nos reporters pour joindre Ngambé-Tikar en contournant par la région de l'Ouest. Illustration dans le journal de 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Sissikou Ayouk Tabé, l'un des leaders du mouvement séparatiste anglophone, et 9 de ses co-accusés viennent d'écoper d'une condamnation à la prison à vie. Décision du tribunal militaire de Yaoundé. La sentence est tombée au petit matin après une longue journée et nuit d'audience au tribunal militaire à Yaoundé, reconnu coupable d'actes de terrorisme et d'hostilité contre la patrie. Ils écopent d'une amende record de 250 milliards de francs CFA. Comment en est-on arrivé à ce feuilleton judiciaire qui a suscité l'intérêt de la communauté nationale et internationale? Je vous propose de suivre les péripéties de l'arrestation de Sissikou Ayouk Tabé au Nigeria et son transfert au Cameroun avant sa condamnation qui a été rendue publique par le tribunal militaire de Yaoundé il y a quelques heures. D'autres précisions avec Sylvestre Hippolyte Zangao. Début janvier 2018, une actualité s'impose au Cameroun. Sissikou Ayouk Tabé, le leader de l'État autoproclamé de l'Ambazonie et 9 de ses plus proches lieutenants, interpellés à Abuja au Nigeria, sont extradés à Yaoundé. Alors que la crise dans les régions anglophones gagne en intensité, les avis sont partagés sur cette extradition. Certains affirment que l'interpellation du leader sécessionniste va davantage jeter de l'huile sur du feu. Pour d'autres, c'est un sérieux coup infligé au mouvement, amputé de ses leaders. Mais là où les débats font rage, c'est sur la valeur juridique de cette extradition, avec des interrogations sur l'existence de tels accords entre le Cameroun et le Nigeria. Rien n'est fait. Sissikou Ayouk Tabé reste détenu dans un lieu secret. Un collège d'avocats constitué pour la défense de ces 47 sécessionnistes au total va tenter en vain de forcer la main au gouvernement camerounais pour leur permettre de rencontrer les détenus. Durant 2 mois, aucune trace de Sissikou Ayouk Tabé et compagnie jusqu'à ce que l'on apprenne qu'ils sont détenus au secrétariat d'État à la défense à Yaoundé. Va alors s'engager une bataille juridique qui commence le 9 août 2018 par une demande d'habea corpus rejetée par le tribunal de grande instance d'Umfundi. Le 6 décembre 2018 débute le procès de Sissikou Ayouk Tabé et ses 9 co-détenus au tribunal militaire de Yaoundé. Ils sont principalement accusés d'apologie d'actes de terrorisme, sécession et financement d'actes de terrorisme. La cause va connaître plusieurs renvois. Les avocats des accusés recusent le juge saisi de l'affaire, mais le tribunal militaire décide de poursuivre les débats. Le 29 mars 2019, l'affaire connaît un nouveau renvoi pour nouvelle constitution du tribunal. Le juge saisi de l'affaire ayant été affecté au tribunal militaire de Buea. Le nouveau juge va donc reprendre la procédure au début. Ce 20 août 2019, alors que la multiplication des appels au dialogue et à la reprise des cours dans les régions anglophones laissait présager une autre issue à cette affaire, le tribunal militaire de Yaoundé reconnaît Sissikou Ayouk Tabé et compagnie coupables de 9 chefs d'accusation et prononce une condamnation à vie, plus une amende de 250 milliards de francs CFA. Les avocats de la défense contestent la violation des droits de leurs clients durant toute la procédure judiciaire, depuis leur arrestation au Nigeria jusqu'à leur transfert au Cameroun et leur mise en détention. Et ils l'ont fait savoir à nos reporters. Il y a également le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale qui voit à travers cette décision de justice une tentative délibérée du régime de Yaoundé de créer le pourrissement total de la situation dans les régions anglophones. Le REDAC déplore une violation de l'état de droit
et la non prise en compte du contexte sociopolitique marqué par une campagne de retour à l'école dans les régions anglophones. Je vous propose à cet effet d'écouter Maximilienne Gombe, directrice exécutive du REDAC. Monsieur Ayouk Sissoukou Tabé et 9 de ses co-accusés ont essuyé, tenez-vous bien, une condamnation à vie, sans autre forme de procès. Une condamnation à la peine capitale assortie du paiement de 250 milliards de francs CFA de dommages et 12,5 milliards d'amendes. Cette dizaine de personnes que le pouvoir de Yaoundé a jetées à la vindicte populaire comme les meneurs de la crise dite sécessionniste voient ainsi leur sort scellé pour l'éternité. C'est tout simplement inacceptable une telle plaisanterie judiciaire inique et cynique sans précédent dans un État dit de droit. Ce qui surprend et exaspère le plus dans ce show judiciaire de très mauvais goût, c'est qu'il survient dans un contexte pourtant marqué par une campagne de retour à l'école dans cette partie en crise baptisée Back to School, initiée, faut-il le rappeler, par les sieurs Ayouk Sissoukou Tabé et Mancho Bibixi. Mais aussi, à la suite, rappelez-vous, du tweet du président de la République qui prônait le pardon et la mise en place du dialogue, ayant conduit à l'amorce d'un prétendu dialogue à Genève en Suisse pour trouver des voies et moyens d'un retour à la paix. Ce qui me permet d'ailleurs de réitérer ici notre demande sans condition de la libération immédiate d'Ayouk Sissoukou Tabé, Mancho Bibixi et autres, leurs co-accusés et toutes les personnes interpellées dans le cadre de cette crise et celle de la post-électorale. Nous demandons également à l'État du Cameroun de se soumettre à une mission indépendante d'établissement des faits concernant des allégations graves, des violations et des exactions des droits humains au nord-ouest et sud-ouest, tout comme à l'extrême nord du Cameroun. Sissoukou Ayouk Tabé et 9 co-accusés condamnés à la prison à vie et copant d'une amende record de 250 milliards de francs CFA. C'est une décision du tribunal militaire de Yaoundé. Évoquons à présent le réseau routier dans le département du Mbamekim. C'est l'un des plus enclavés du Cameroun, notamment l'axe Yaoundé-Ntui-Yoko. Les Camerounais y vivent un véritable calvaire indescriptible. Pour se rendre en Gambetta, il faut contourner par Fumban et Bafoussam afin de relier ce département du Mbamekim qui est pourtant dans la région du centre. Je vous propose de suivre le parcours périlleux qu'ont vécu nos reporters Élisée Bokba et Marcelin Gansop qui se rendaient en Gambetta. Reportage. En route pour Gambetta, en passant par Ntui et Yoko, nous nous offrons un petit bol d'air entre Yaoundé et Ntui, chef-lieu du département du Bas-Mekim, en passant par Nartigal, que nous franchissons sans difficulté à l'aide du bac qui fonctionne à nouveau après plusieurs mois d'inactivité. En attendant la construction du pont dont les travaux ont commencé, c'est l'unique option qui s'offre aux usagers, sauf à emprunter des pirogues lorsque le bac est en panne, ou alors contourner par la ville de Sa pour arriver en Ntui, en passant par le pont de l'enfance, sur une route non bitumée, notamment entre Sa et Ntui. Mais là encore, l'on ne ressent pas le coût du voyage. Le calvaire commence lorsqu'une fois en Ntui, nous prenons la direction de Yoko. C'est une distance de 186 km que nous parcourons en 7 heures. La route étant dans un état de dégradation très avancé, avec par endroits de gigantesques nids de poules et de bourbiers géants qui imposent de temps en temps des arrêts obligatoires. Cette route, très fréquentée par des grumiers, est en chantier dans le cadre d'un projet routier de 620 km qui va de Bachenga à Ngaoundéré, en passant par Ntui, Yoko, Lena et Tibati. Mais les travaux exécutés par plusieurs entreprises évoluent en dents de scie, rendant le trajet quasiment impraticable, notamment en saison des pluies, comme c'est le cas en ce moment. Du coup, il n'est pas rare de trouver des véhicules embourbés et même des cas d'accident, comme ici, où un camion a terminé sa course dans une rivière avec tout son contenu. C'est une chance qu'aucun autre usager ne passait par là au moment de l'accident. Une fois à Yoko, nous envisageons de continuer sur Gambetta. C'est environ 150 km à parcourir. Malheureusement, la route,
ou plutôt la piste forestière qui relie les deux arrondissements est coupée depuis plusieurs semaines en raison de la rupture de quelques ponts ou ce qui en tient lieu. La particularité sur ce tronçon et bien d'autres dans le département du Bas-Mékim, c'est que les ponts sont construits à l'aide des grumes qui ne peuvent pas tenir sur une longue durée. Des ponts provisoires réalisés par les sociétés forestières qui opèrent dans la zone. Coincés en pleine forêt, nous sommes obligés de rebrousser chemin et de passer par Fumban via Bafoussam pour aller Gambé-Tikar. Là aussi, ce n'est pas une balade de santé, puisqu'après Fumban, la route est tout aussi mauvaise jusqu'à la traversée du Mbam au village Mapou. Nous pensions avoir beaucoup marché, mais nous apprenons que nous sommes encore dans le département du Noun. Donc nous sortons là du Noun pour entrer dans la région du centre, précisément dans le département du Bas-Mékim. Et le premier arrondissement qui nous accueille, c'est l'arrondissement d'Ngambé-Tikar. Je précise que c'est un parc forestier et que l'État n'a jamais mis un bac à la disposition des usagers de cette route. Donc, il a fallu que l'exploitation forestière arrive ici pour que les populations aient ce bac. Malheureusement, nous sommes stoppés net au village Goundje. Un camion transportant du bois débité s'est renversé la veille, cassant le pont et interrompant la circulation. Ouais, dans les heures tardives, vers 1h dans la nuit, on a suivi un bruit là sur le pont. Nous sommes rendus sur le lieu. On a découvert qu'il y avait un camion de bois sauvage qui s'est enfoncé sur le pont. On a fait appel à la société qui exploite à quelques kilomètres d'ici, qui a un camion qui a barré la route. La route ne passe plus. Et raison pour laquelle ils ont envoyé l'engin pour arranger le pont que vous voyez là. Le pont lui-même a été fait en quoi? En bois sauvage. Ça veut dire que c'est un matériel qui ne tient pas? Oui, un matériel qui ne dure pas pour longtemps. Si l'État pouvait nous aider dans ce sens, de nous faire les vrais ponts en dur, pas le genre de bois qu'on fait là. Parce que d'ici quelques temps après, tout ça, ça va encore s'afficher. Donc vraiment... Au bout d'une demi-journée de patience, la circulation est enfin rétablie et nous poursuivons notre périple en direction de Gambé-Tikar, situé à 25 km. Il a donc fallu du temps et une bonne dose de patience pour toucher du pied Gambé-Tikar, l'un des arrondissements les plus enclavés du département du Bas-Mékim, en raison d'un réseau routier qui laisse à désirer. C'est vrai qu'Ntui et Yoko, dont nous avons visité plusieurs villages, ne sont pas mieux lotis non plus, mais rêvent un jour de voir le goudron passer avec les travaux de bitumage de la nationale numéro 15 entre Bachenga, Tui, Yoko, Lena et Tibati, qui sont en cours d'exécution, bien que le rythme soit plus que lent. Ainsi va le réseau routier d'un des plus vastes départements du Cameroun. En même temps, grand bassin de production du cacao, du maïs et bien d'autres produits agricoles. Certains syndicats se désolidarisent d'un mouvement de grève annoncé dans le secteur des transporteurs routiers. Ils dénoncent la non-efficacité des multiples mots d'ordre de grève qui visent à poser les difficultés que rencontrent les transporteurs routiers. Ils étaient face à la presse à Douala. Je propose d'écouter à cet effet l'un de ces syndicalistes qui pose le problème de ces multiples ordre de grève annoncé et après désamorcé sans que les résolutions et les conditions de travail des transporteurs routiers ne soient véritablement améliorées. Grève et sans raison. Il n'y a pas longtemps, chaque année, tous les jours, nous écoutons parler des grèves. Nous devons taire cette tendance parce qu'en fait, quelles sont les résolutions? Nous ne savons pas quelles sont les résolutions. Yaoundé ne peut pas se permettre le luxe de laisser croire que seuls eux ont la mobilisation ou alors, je vais dire, la responsabilité de porter sur eux des mouvements de grève. Je vous dis, c'est inadmissible. Le syndicat, d'ailleurs, son rôle, c'est quoi? Il puise à la rationnelle les besoins du peuple, du paysan et porte à l'endroit du pouvoir public. Mais d'où vient-il qu'un groupuscule se permet le luxe tout le temps de se lever et dire que grève? Récemment, le Premier ministre a eu à recevoir un groupe et il n'y a pas un trimestre, c'était le syndicat des camionneurs. Mais dites-vous, ces camionneurs qui ont eu maintes fois des séances de travail avec l'administration, d'où viennent-ils qu'ils lancent des grèves et sans résolution? C'est l'une des raisons pour laquelle nous, au niveau du littoral, nous disons que nous devons arrêter cette histoire. Qu'ils n'ont qu'à faire le campement au niveau de Yaoundé, ça les engage. Nous voulons un pays de paix. Face au phénomène de délestage qui accentue l'insécurité à Bertois, la communauté urbaine essaye tant bien que mal de procéder à la mise en place d'un éclairage public, mais cela demeure insuffisant selon les populations pour lutter contre ce fléau d'insécurité, un fléau grandissant dans la capitale régionale de l'Est. D'autres précisions avec
Benjamin Essam. La capitale régionale de l'Est est plongée dans le noir depuis bientôt 2 mois. Une situation à l'origine de l'insécurité et du ralentissement des activités économiques. Comme approche de solution, la communauté urbaine de Bertoua a opté pour l'éclairage à l'énergie solaire. Principaux bénéficiaires de ces candélabres solaires, les acteurs du secteur informel qui trouvent leur compte une fois la nuit tombée. Voilà, depuis qu'on a installé le aussi dans la plaque là, ça m'aide beaucoup. Je peux me ici, je suis à l'aise. Je peux me laisser ici là jusqu'à 22h. Il n'y a pas de problème. C'est pas dîner que je viens de m'empêcher ici là. Avant la lampadaire, j'utilisais souvent les ampoules solaires là. Mais avec les lampadaires, vraiment, je suis à l'aise. Même quand coupe la lumière, je suis éclairée. Et ça fait quand même la fierté. Et la sécurité à notre niveau ici, là, ça va. Parce qu'avant, là, il y avait les coups de vol par-ci, par-là et les agressions. Maintenant, nous sommes un peu bien. Un projet rendu possible grâce au contrat des endettements développement de la coopération française. Nous avons ciblé des points de rassemblement, de grands rassemblements dans les quartiers. Vous allez voir pour la plupart de ces candélabres qui sont fixés soit dans les grands carrefours, et parfois des carrefours où il y a des petits commerces qui s'exercent dans la nuit, soit autour des points d'eau qui habituellement drainent beaucoup de gens. Donc, nous savons que ça a vraiment des impacts positifs. Mais maintenant, les étendre, c'est au vu des moyens. Au regard du nombre de lampadaires installés dans la ville, les populations souhaitent en avoir davantage. Mais maintenant, nous sommes à l'aise. Si on pouvait planter tout ça là partout, il n'y aura plus de vol dans le quartier. Nous avons prévu qu'à la fin des projets de construction de voirie, nous allons aussi étendre le système d'éclairage public. On va avoir certainement de nouveaux lampadaires. Dans les quartiers Mokolo 2, Safari ou Enya, les soirées sont de plus en plus belles autour du foyer de soya, beignets bouillis ou poissons brisés. Le ministère de l'Habitat et du Développement urbain annonce sur son compte officiel Facebook l'arrivée d'une nouvelle équipe dirigeante de la société civile immobilière du Cameroun. La nouvelle présidente du conseil d'administration est Célestine Ketia-Cortez et le nouveau directeur général de la SIC est Amadou Sardaouna, les nouveaux dirigeants de la SIC qui ont été donc installés ce jour à Yaoundé. À 2 semaines de la rentrée scolaire, des parents d'élèves et des libraires font face à une difficulté majeure, l'indisponibilité de certains manuels scolaires. Qu'est-ce qui explique la pénurie de ces ouvrages, pourtant importants pour préparer l'enfant à quelques jours de la rentrée scolaire 2019-2020? Élément de réponse avec Kediara et Dallas Tiana. À quelques jours de la rentrée scolaire, c'est pas la grande affluence dans les rayons de librairie. Malgré la rareté des clients, ceux des parents qui peuvent se procurer, dès à présent, les fournitures scolaires de leurs enfants font face à une difficulté, celle de l'inexistence en rayon de la totalité des manuels scolaires inscrits au programme. Nous allons citer par exemple le livre de philosophie de la seconde qui n'est pas encore sur le marché, on ne sait même pas à quoi il ressemble. Il y a quelques semaines de la rentrée scolaire, nous avons le livre de mathématiques de la seconde, on ne sait pas, il n'est pas sur le marché. Nous avons le livre d'anglais Interaction in English en seconde qui n'est toujours pas sur le marché. Nous avons des livres de mathématiques comme périmètre, des classes de 6e et de 3e qui ne se retrouvent pas dans les rayons au jour d'aujourd'hui et des livres cargo en mathématiques. Une situation qui embête les parents et met en difficulté les libraires. Les parents veulent s'en prendre aux libraires en croyant que nous les avons et nous ne voulons pas les vendre. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette pénurie de livres? Un manque de ressources de certains éditeurs quand il ne s'agit pas tout simplement d'un retard lié au transit de ces livres, nous répondent les libraires. Pourtant, il existe un problème plus grand, les délais. Au Cameroun, c'est malheureusement au mois de juin
que les listes des livres sont disponibles, ce qui laisse très peu de temps aux éditeurs pour la fabrication de ces livres. Un auteur, il fait les livres, avoir un éditeur. L'éditeur n'a pas de papier. Au Cameroun, il faut qu'il commande la matière première, si vous voulez, pour éditer le livre. Il faut qu'il ait du papier. Il faut qu'il commande ses papiers de l'Europe. Il faut que peut-être, s'il a même ses finances à lui, il faut qu'il ait cet argent. Il faut qu'il fasse une formalité bancaire, administrative, pour envoyer cet argent chez son fournisseur. Une autre mission presque impossible du fait de la rareté des devises. Pour les éditeurs installés à l'international, la difficulté est tout aussi grande. Il m'arrive de commander les livres pour mes rayons. Mais quand je commande les livres au mois de mai, je ne confirme que si j'ai la liste officielle. Parce que la liste peut venir modifier. Comme cette année, il y a eu 2 modifications. Alors, les libraires proposent. Pour qu'une bonne rentrée soit fiable, il faut que la liste officielle sorte vers le mois de janvier, février. Malgré ce frein, les libraires sont unanimes sur un point. L'arrivée du livre unique a permis de réduire de moitié ce problème de pénurie en début d'année scolaire, même s'ils recommandent aux gouvernants de tenir parole, puisque malgré la décision prise d'instaurer le livre unique pour 5 années, les livres au programme ont bel et bien subi une modification cette année. Mais ça, évidemment, c'est une autre affaire. La multiplication des viols sur mineurs prend de l'ampleur au Cameroun. Dans la région du Nord, un enfant de 3 ans a subi des abus sexuels au point d'en perdre la vie. Le présumé auteur de ces actes barbares a échappé de justesse à la vindicte populaire. Il clame son innocence et pourtant la population reste en colère et les parents inconsolables. Le récit des faits avec Olivier Tsefo, Xavier Foka et Dallas Kana. L'horreur, c'est le moins qu'on puisse dire de la scène effroyable que viennent de vivre les habitants du quartier Gabidi, Pays-Bas, dans le 1er arrondissement de Garoua. Ousmane, âgé de 3 ans, a été violé, tué et mutilé par M. Bouba, l'un des voisins des parents de la victime, qui s'était rendu chez le présumé assassin en simple balade, comme savent le faire les enfants de son âge. Après plusieurs heures, l'entourage et le papa de la jeune victime se lancent à sa recherche. Son père est rentré. Quand l'enfant est où? L'enfant là dort chez le voisin. Depuis on peut prendre l'enfant et il dort ici. S'il est endormi, peut-être il est malade ou on veut voir. Sa femme a refusé, personne n'entre ici. Malgré ces refus catégoriques de l'épouse du présumé assassin, la population reste déterminée et contre toute attente. C'est le fils du couple qui avoue à la population le crime odieux commis par ses parents. Les gens ont décidé que l'enfant est ici, sinon pourquoi tu ne veux pas que les gens viennent chercher? C'est à ce moment que l'enfant est sorti de la maison et a déclaré que l'enfant là est mort dans le WC. C'est comme ça que les gens ont bondi. Ils sont venus maintenant trouver l'enfant est mort. On a appuyé avec 2 papins comme ça. Donc on a enlevé les 2 yeux avec son sexe. Le présumé assassin, reconnu par sa gentillesse dans le coin, reconnaît avoir reçu l'enfant chez lui la veille, mais nie être l'auteur de ces crimes crapuleux. Ils sont venus le matin. Je les ai donné le bain. Ils sont partis. Ils sont à 4 petits-enfants. Le après de 14h30, moi je suis sorti. Je suis la femme là. Je sais. Bon. Quand je suis parti, on me dit que l'enfant est perdu là. On a cherché partout, même dans le fouillis, dans la pluie, partout, rien. Selon Sieur Bouba, c'est la maman de la victime qui lui a donné l'information du décès du petit Ousmane, en lui demandant de n'en faire aucun écho. Je suis dehors là avec la famille de l'enfant. Bon, elle m'a appelé, je suis venu. Elle me dit que son enfant entrait ici, il a trouvé l'enfant là. Mais il ne faut pas que je parle. J'ai dit comment je ne parle pas? Non. Depuis hier, on cherche un enfant, on trouve. Maintenant, on a trouvé le corps de l'enfant que je ne parle pas. C'est impossible. L'information de ce décès qu'il a rendu public serait à l'origine de la bastonnade dont son épouse et lui ont été victimes de la part de la population indignée et courroucée par ce crime. C'est quand je parlais, la population est venue. Ils ont commencé à arriver ils sont passés, c'est même la plage de se passer. Donc ils ont tapé ici. Donc maintenant, elle doit nous raconter ce qui s'est passé.
Quand je vais la taper là, la parole est perdue. Mais quand elle a commencé à me dire que l'enfant qui est mort là, sa maman là, ils sont à deux. Donc il me dit que c'est l'autre femme là et elle, ce sont les deux qui connaissent le problème. Les présumés coupables n'ont eu la vie sauve que grâce à l'intervention des forces de sécurité, obligés d'utiliser des moyens d'intimidation pour calmer la foule en furie. Selon les habitants de la localité, le mis en cause et son épouse ne sont pas à leur premier forfait. Ce n'est pas la première fois, c'est un criminel de naissance, donc c'est son habitude de faire ça. On les a chassés depuis l'opéré, à cause de ces genres de choses. Le gouvernement a laissé l'affaire à publier dans tout le Garoua. Il faut que nous, on nous donne la puberté, on tue la femme et on garde le mari pour attraper le reste, la certitude des yeux, tout ça. Au-delà des crimes dont il est accusé, Sieur Bouba serait également un pédophile impliqué dans plusieurs autres faits. Avant, il était chez nous à l'Idiré. Il viole les petites filles, il prend la femme détruite. Il a un groupe de gangs là. Quand les gens volent là, il garde ça chez lui. Il y a un temps, nous sommes des comités de vigilance. On a fait arrêter. Il était en prison avec sa femme. Il est sorti. Après, on s'est mobilisé, on l'a chassé dans le quartier. Les présumés coupables sont actuellement en exploitation dans l'enquête qui a été ouverte. La population réclame que justice soit faite, alors que la dépouille du petit Ousmane a été inhumée au cimetière musulman de Garoua. En bref, à présent, 400 millions de francs CFA remboursés à 3000 souscripteurs. L'opération de paiement a débuté pour la phase 2. Elle concerne les souscripteurs de la MIDA qui ont contesté des irrégularités sur la première liste des bénéficiaires des remboursements liés à l'affaire MIDA du côté de Yaoundé. Près de 400 millions de francs CFA à rembourser à environ 3000 souscripteurs de l'affaire MIDA. Un public reportage dans ce journal, la Société africaine de promotion des énergies renouvelables présente son savoir-faire pour illuminer le quotidien des Camerounais. Reportage. Dans les principales villes du Cameroun, dont Douala et Yaoundé, la Société africaine de promotion des énergies solaires, SAPRES, s'est affirmée comme leader dans ce domaine d'activité. Un atelier organisé à Yaoundé par cette entreprise vient encore de le démontrer. À cette occasion, SAPRES a présenté à ses clients et au grand public la synergie de savoir-faire qu'elle développe avec son partenaire chinois Blue Carbon Technology Inc., BCT. Ce partenariat qui est déjà grandissant est surtout orienté l'offre de qualité d'une énergie qui devra résoudre les problèmes des ménages d'abord et ensuite des entreprises camerounaises. Because we already cooperate with Mr. Daga for 5 years and the products we get a very good feedback from the Cameroon market. So we want to set up the factory with Mr. Daga at Cameroon. À travers des présentations minutieuses, toute la gamme des produits d'éclairage fabriqués par Blue Carbon Technology a été présentée. Our products is solar products, solar energy products, such as solar garden light, solar street light, solar floodlight, solar energy home system and battery. Et dans la foulée, les ingénieurs de SAPRES ont mis en avant les réalisations de cette entreprise au Cameroun. Quant à la qualité des produits, leur fiabilité est présentée par les deux parties. La garantie est d'abord offerte par le producteur, BCT, qui veut dire Blue Carbon Technology. Donc nos produits sont fabriqués par une entreprise mondialement reconnue, c'est la première garantie. Seconde garantie, nous avons un service après-vente qui est composé d'une équipe des ingénieurs, ils sont au moins 5. Donc, qui s'occupent du service après-vente. Face aux préoccupations soulignées par les clients qui s'interrogent sur l'accessibilité des produits SAPRES, le volet social est une priorité pour cette entreprise. Nous comptons offrir cette opportunité à tous les Camerounais
de toutes les couches sociales afin que nous ne soyons plus en train de déplorer les coupures intempestives de courant qui nous causent autant de dégâts dans notre vie quotidienne. Le public venu prendre part à cet atelier en est reparti très satisfait de ce qu'il aura entendu et appris. SAPRES nous a présenté vraiment une nouvelle technologie que beaucoup de Camerounais ne connaissent pas. Pour moi, personnellement, qui suis un ingénieur en énergie renouvelable, c'est une fierté de voir tout ça, des confrères élevés, ce qu'on a étudié. Vraiment, c'est une très grande fierté. À l'évidence, SAPRES et Blue Carbon Technology sont résolument engagés à offrir des solutions novatrices en matière d'énergie solaire au Cameroun. La société SAPRESAL est située à Douala, face Union Bank, en Bopi, et à Yaoundé, au carrefour Eligesono, à côté de la station Oil Libya. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Zoom sur le réseau routier du département du Mbambekim. Nous sommes dans la région du centre. Nos reporters se sont rendus en Gambetta. Ils ont été confrontés à des bourbiers géants, des routes impraticables, à tel point qu'ils ont été contraints de contourner par Fumban et Bafoussam afin de joindre le Mbambekim dans son arrondissement de Gambetta. En dehors de Yaoundé, le réseau routier est dégradé dans la région du centre. Pourtant, les populations espèrent depuis de nombreuses années le fait que la route soit aménagée du côté de Batienga, Ntui, Yoko. C'est des projets qui datent et pourtant les entreprises sont sur le chantier, mais les populations sont loin de voir le goudron arriver. Elles qui sont pourtant confrontées à cet épineux problème d'enclavement dans un bassin agricole, l'un des plus productifs du Cameroun. Voilà, madame, monsieur, c'est l'essentiel. L'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Rendez-vous demain, 20h.